augmente de 5 000 euros par seconde. C'est bizarre, vous ne faites pas ce même calcul partout puisque les 210 milliards d'euros d'aide majoritairement aux grandes entreprises et financés massivement par la TVA des Français, c'est 6 700 euros par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français de vous contester pendant que vous les détroussez du patrimoine des plus modestes, le service public. Car vous proposez aujourd'hui de tronçonner notre service public en lui imposant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans nos écoles, nos crèches, nos services incendie et tant d'autres. Alors il est sous-entendu que c'est pour financer notre défense nationale, sous-entendu se préparer à la guerre, mais dans ce cas, si on se prépare à la guerre, pourquoi est-ce que c'est nos services publics que vous bombardez? Et vous vous apprêtez à rafaler la France avec un plan d'austérité aussi antisocial qu'inefficace. Dès les premières minutes, le député insoumis ne mâche pas ses mots. Il accuse frontalement le pouvoir en place de manipuler les chiffres de la dette pour faire peur aux Français. Il révèle un calcul glaçant. Pendant que la dette augmenterait de 5 000 euros par seconde, les aides massives aux grandes entreprises coûtent encore plus cher. 6 700 euros par seconde. Mais là, silence total du gouvernement. Comme vous allez le voir, David Guiraud ne débat pas, il l'écrase. Mais juste avant ça, un petit détour rapide par Marine Tondelier qui a tenu à répondre à Éric Woerth, bien décidé à l'interrompre. Elle lui a rappelé une vérité que Bayrou semble avoir oubliée. Oui, François Bayrou nous a pris pour des abrutis cet après-midi, en nous culpabilisant sur les dépenses de santé, alors que des millions de Français galèrent à trouver un simple médecin traitant. On a écouté religieusement plus d'une heure le Premier ministre nous expliquer déjà ce que c'était une dette. Alors c'est comme vous dans votre budget, non, un État et une famille, c'est pas pareil déjà. Et alors après, une fois qu'il avait expliqué qu'il y avait une dette, que c'était très très grave, il est passé à tout ce qu'il allait nous faire subir, du sang, de la sueur et des larmes, pour tout le monde. C'est partagé, il y en aura pour tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est quoi votre solution ? Mais attendez, Monsieur Woerth, vous avez fait un long tunnel. Je vais quand même me permettre de signaler que ce qu'il a complètement occulté aujourd'hui, c'est que ce bilan-là, c'est pas le bilan de la gauche, Monsieur Woerth. La situation financière telle qu'elle a été expliquée, si vous pouvez me laisser parler. La situation financière telle qu'elle a été dénoncée par M. Bayrou, c'est le bilan de 8 ans de macronisme. C'est 1 000 milliards de dettes de plus en 8 ans. Un passage de 2 000 milliards de dettes à 3 000 milliards de dettes dans lequel le Covid a joué un rôle infime. C'est pas la majorité sur des la dépenses. censure. Et donc, ce que je dis juste, c'est que quand j'entends M. Bayrou, vous pouvez me couper, M. Woerth, je dirai quand même ce que j'ai à dire. Vous étiez d'accord ? Je dirai quand même ce que j'ai à dire. Ce que je veux quand même vous dire, c'est que quand M. Bayrou explique « Ah, vous comprenez, les Français, ils se soignent trop, ils vont 2 fois chez le médecin pour le prix d'un, ils font des scanners tous les 15 jours. » Enfin, je ne sais pas où il habite. Moi, là où je suis, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente pour faire ce genre d'examen. Et donc, je suis assez fâchée qu'il, quelque part, culpabilise les Français comme si on allait chez le médecin n'importe comment, alors que le principal problème des Français... Et là où vous habitez, Monsieur Woerth, vous le savez comme moi dans les Hauts-de-France, nous sommes des déserts médicaux. On n'a pas assez de médecins, les gens n'ont plus de médecins traitants, les gens n'arrivent pas à trouver de quoi se soigner. Et donc je trouve que c'est prendre les gens pour des abrutis, que de leur expliquer que c'est de leur faiblesse, qu'ils consomment mal les services publics alors qu'ils n'y ont en fait plus assez accès et plus comme avant, pendant que les 10 premières fortunes de France ont multiplié leur fortune par 24 en 30 ans. Marine Tondelier et Éric Woerth, merci beaucoup. Et pendant que certains ministres donnent encore des leçons sur les dépenses publiques, une infirmière, forte de ses 30 ans de service, a résumé le ras-le-bol général. Si les élus vivaient avec 2 000 euros par mois, sans privilèges, sans voiture de fonction ni repas offerts, ils comprendraient enfin ce que vivent des millions de Français au quotidien. Ce jour-là, les vraies économies prendraient tout leur sens. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur RMC. Vous êtes infirmière, je crois. Oui, c'est ça. Je suis infirmière depuis maintenant 30 ans. Hein. Et j'ai bondi de mon siège hier soir. Parce que on nous demande de faire des économies. Comme moi, je dois faire des économies, je réduis sur mes dépenses, à savoir mes loisirs, la bouffe. Je peux pas réduire sur l'essence parce qu'il faut que j'aille travailler. Je peux pas réduire sur mon crédit voiture parce que je dois le solder, etc. Et M. Macron et son gouvernement ne trouvent pas de solution pour réduire la dette, pour trouver 43 milliards 43 milliards d'euros pour soi-disant réduire la dette. Moi, j'ai une solution pour vous. Hein. J'ai une solution pour eux. C'est simple. Tous les députés, tous les ministres, que ce soit Premier ministre ou tous les ministres, voilà, tous ces gens-là qui travaillent pour le gouvernement, vous les mettez tous à 2 000 euros net par mois. Vous supprimez les véhicules de fonction. Vous supprimez les chauffeurs. Vous supprimez tous les avantages qu'ils ont. Ils vont devoir payer leurs moyens de transport pour aller travailler, payer leur bouffe comme nous, tous Français, faisons. Là, il y aura des économies. Et c'est aussi ça, le véritable bilan de Macron. Aujourd'hui, même en plaçant de l'argent sur un livret A, on perd du pouvoir d'achat. Le système est pensé pour une seule chose,
essorer les plus modestes, pendant que les plus riches multiplient les privilèges. C'est un sujet qui vous concerne. Le livret A, c'était un bon moyen d'épargne, sauf que son taux de rémunération va encore baisser. Pour en parler, pour bien comprendre tous les enjeux derrière cette nouvelle, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, est avec nous ce midi sur BFM TV. Bonjour. On parle d'un taux qui baisserait quand même à 1,7%, ce qui est énorme. Oui, le taux du livret A devrait passer à 1,7%. C'est la plus forte baisse depuis 2009. Mais c'est la conséquence de la forte désinflation que l'on constate depuis le début de l'année et également des décisions de la Banque centrale européenne de réduire ses taux directeurs. Ce sont les deux facteurs qui influent sur le taux du livret A. Et donc le gouverneur de la Banque de France, dans sa recommandation, demande au gouvernement de l'ajuster à la baisse. Très concrètement, comment les choses vont se passer pour les Français? Les Français qui avaient tendance à placer leurs économies justement sur ce livret A, aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup? Alors, avec un taux du livret A à 1,7%, étrangement, cela vaut toujours le coup, parce qu'il faut regarder le niveau de l'inflation. L'inflation aujourd'hui est inférieure à 1%, donc on a un rendement réel positif pour le livret A d'à peu près 0,7 points. Et il faut savoir que quand le taux du livret A était à 3%, donc avant 2025, l'inflation était supérieure et on perdait de l'argent avec le livret A, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. En revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres placements qui peuvent apparaître aujourd'hui plus compétitifs que le livret A. Et d'ailleurs, les ménages, depuis le début de l'année, se réorientent notamment vers l'assurance vie, car le différentiel de rendement est favorable à ce dernier produit. Philippe, pour qu'on comprenne bien, alors vous nous dites que le livret A, malgré tout, reste un bon placement. Que dire à tous ces Français qui ne veulent plus placer leur argent en banque? Qu'est-ce qu'il existe d'autre pour placer correctement son argent si on ne veut pas passer par une banque? Si les Français ne veulent pas passer par les banques, vraiment, les banques sont quand même des établissements aujourd'hui sérieux, surveillés, contrôlés, et qui offrent des produits sûrs. Et le livret A en est un parmi d'autres, avec une garantie de l'État, donc on ne risque pas de perdre son argent. Donc il faut quand même aujourd'hui indiquer clairement les choses. Deuxièmement, au niveau des modalités de placement, il y a les banques, les assureurs, il y a les banques en ligne qui sont de plus en plus développées. Il y a également, et il faut faire attention, tout ce qui est lié à la blockchain, tout ce qui est lié au bitcoin, aux crypto-monnaies. Mais là, il y a une très forte volatilité. Et il n'y a pas de garantie au capital, on est sur un autre monde, un autre espace. Et pendant ce temps, ceux qui ont ruiné le pays en arrosant leurs amis millionnaires se frottent les mains. Leurs marionnettes, soigneusement placées à l'Élysée, continuent le sale boulot. Voler les plus pauvres, mépriser les malades, ignorer le vote des Français. Mais que ces responsables ne se croient pas à l'abri. Le peuple n'oublie rien. On viendra leur demander des comptes. Oui, tout à fait. Il y avait le Conseil des ministres ce matin qui faisait donc suite à la présentation hier soir du plan de François Bayrou. Et donc Emmanuel Macron a tenu à dire un mot à son gouvernement. Il a dit que ce budget, effectivement, avait la vertu du courage, de l'audace, de la lucidité. Il a encouragé ses ministres à continuer dans ce sens dans les prochaines semaines, que les dispositions prises vont dans le sens de la croissance. Ce sont des propos rapportés par la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Évidemment, Emmanuel Macron avait été consulté par François Bayrou avant la présentation de ce plan. Hier midi, François Bayrou était à l'Élysée pour évoquer les dispositions qu'il comptait prendre pour le budget de la France. Effectivement, ça va aussi dans le sens de ce que voulait Emmanuel Macron, par exemple concernant la défense. Emmanuel Macron qui avait fait des annonces importantes, plusieurs milliards d'euros en plus dès l'année prochaine pour la défense. Et là-dessus, François Bayrou a concocté tout de même un plan spécifique en mettant bien en avant hier soir lors de sa prise de parole ces milliards qui donc vont bien sûr être confirmés dans le prochain budget. Et puis on verra aussi si Emmanuel Macron a une réaction plus personnelle. On sait qu'il est en déplacement, le chef de l'État, à partir de cet après-midi et demain dans les Pyrénées. On verra si les journalistes arrivent à l'interroger à ce sujet de ce budget qu'il valide donc pour l'instant. Retraités, salariés, précaires, tous vont devoir payer l'addition. Les ultra-riches, eux, peuvent continuer à vivre sereinement intouchables. Et ce scandale est rendu possible par le Rassemblement national et le Parti socialiste, qui ont refusé à 6 reprises de censurer ce gouvernement d'usurpateurs. Pendant ce temps, Bayrou continue tranquillement de vous vider les poches, euro après euro. Ce que nous annonce le Premier ministre là,
c'est un massacre à la tronçonneuse. Le moment de vérité dont il parle, c'est que tout à l'heure, le Premier ministre a signé l'acte de mort de la Macronie. Comment peut-on accepter de conserver un Premier ministre dans ce pays et un président de la République qui n'ont pas respecté le résultat des élections, dont le bilan est catastrophique à tel point que la pauvreté a augmenté comme jamais elle n'avait augmenté, où l'industrie est en train d'être détruite, où le chômage explose? Rendez-vous compte qu'on parle là de plus de 40 milliards d'efforts dans un pays qui compte 10 millions de pauvres et où 38% des parents sont obligés de se priver de manger pour donner pour pouvoir faire manger leurs gamins. C'est ça la réalité du pays aujourd'hui. D'accord, mais quand François Bayrou vous dit chaque seconde notre dette augmente de 5 000 €, vous êtes d'accord avec ce constat quand même? La réalité, c'est que chaque seconde qui passe, François Bayrou et Emmanuel Macron, depuis 8 ans, ont fait des cadeaux aux riches de sorte à ce que les caisses soient vides. Il faut rappeler ces chiffres sans cesse. 211 milliards d'euros par an qui ont été donnés aux grandes entreprises. 83 milliards de niches fiscales. Aujourd'hui, mais non, c'est pas faux. C'est une nouvelle fake news. C'est une fake news du Sénat, j'imagine. Vous méprisez tellement les rapports sénateur parlementaires. Communiste. Mais je voudrais simplement... Mais non, la réalité, c'est que même le gouvernement reconnaissait qu'il y avait près de 200 milliards d'euros par an des entreprises. Et je voudrais terminer sur tout cet argent qu'on a donné aux milliardaires et aux grandes entreprises. Aujourd'hui, on le fait payer à qui? À l'ensemble des Français. Parce que ces 2 jours fériés qui sautent, ça a un impact direct. Ça équivaut à une baisse de 1% des salaires de l'ensemble des Françaises et des Français. Tout le monde va payer les cadeaux aux milliardaires. Donc oui, on est en colère. Oui, on fera obstacle de toutes les manières possibles à ce budget. Et donc oui, il y aura censure. Et François Bayrou, je l'ai dit, a signé son arrêt de mort politique. C'est désormais terminé. Le budget défendu par Bayrou, c'est une véritable vitrine du néolibéralisme le plus brutal. Une attaque frontale contre le monde du travail, les actifs, les retraités, les chômeurs. Tous ceux qui n'ont que leur force pour vivre seront les premiers à trinquer. Ce n'est pas un plan d'avenir, c'est une déclaration de guerre sociale. Bah écoutez, c'est pire que prévu. Voilà. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est-à-dire parce que entre ce qui était annoncé, ce qui était prévu, ce qui sortait des discussions avec les ministres et ce qui a été annoncé par le Premier ministre, en termes de politique, on va dire d'œuvre de compétitivité, politique néolibérale, contre-vérité, il a fait fort, quoi. Je donne un exemple, bien comprendre. On nous disait depuis un certain temps que les opérateurs et agences de l'État allaient être touchés. Alors, le Sénat avait estimé que, sans toucher à leur mission, il était possible d'économiser 540 millions d'euros. Madame de Montchalin nous disait 2 à 3 milliards peut-être. Et là, c'est 5,2 milliards qui vont être prises sur les agences et opérateurs de l'État. Autrement dit, certaines vont être supprimées. Or, c'est des agences absolument indispensables. C'est l'ADEME, c'est les agences qui s'occupent de biodiversité et autres. Donc là, par exemple, c'est typiquement une politique à la tronçonneuse. C'est un exemple de ce qu'on a eu cet après-midi. C'est une politique, moi, que je considère comme un musée des horreurs néolibérales et une déclaration de guerre au monde du travail. Une déclaration de guerre ? Bien sûr, je vous explique pourquoi. C'est que les gens qui vont être impactés par ces mesures, qui, une fois de plus, contrairement à ce que dit le Premier ministre, ne visent pas à réduire un déficit qui serait causé par la hausse des dépenses publiques, c'est ce qu'il a dit. Le déficit, il est causé par la baisse des recettes. Même son graphique derrière, si vous pouvez le remettre, le montre bien. Il y a moins 3 points de baisse de recettes depuis 2017 et qui ont très largement été aux plus riches détenteurs de capitaux pour une politique économique qui était assumée, qui était de dire on va faire des cadeaux fiscaux au capital, ça va amener de l'investissement et de l'emploi. On n'a pas vu tout ça. Par contre, on a vu beaucoup de dividendes et des patrimoines exploser. Pour payer tout ça, c'est tous les gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre ou qui l'ont eu en étant maintenant retraités ou qui ne l'ont pas parce qu'ils sont chômeurs, qui vont être impactés le plus durement. Alors on va par les regarder mesures. justement. Quant à Arnaud Benedetti, il s'est parfaitement fondu dans le paysage médiatique de la propagande xénophobe. Payé pour relayer les récits de l'extrême droite, il continue pourtant à être invité sans problème sur France Info, Public Sénat, TV5 Monde et bien sûr CNews, où il joue les passe-plats du discours réactionnaire. La machine est bien huilée et elle tourne à plein régime. Il n'y a même pas eu un mot là-dessus, sur ces questions. Non, mais c'est quand même paradoxal de dire qu'on est face à une submersion migratoire. Une submersion. Et puis quelques mois plus tard, il a oublié, il n'en parle pas. En fait, c'est complètement parce que fou. Jules Torres, le vrai problème. Et ensuite, on ira voir Nicolas Pouvremont qui souhaitait réagir. Quand il parle de submersion migratoire, François Bayrou, vous vous souvenez, il vous dit le risque de submersion migratoire, il vous dit que quand il y a une famille immigrée dans un village pyrénéen ou cévenol, finalement tout va bien. En revanche, quand il y en a 30, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Donc, il ne considère la question migratoire qu'à l'aune de la sécurité.
et sécuritaire, mais absolument pas à l'aune budgétaire. Et il y a plein de dépenses liées à l'immigration qui rapporteraient beaucoup d'argent. Vous l'avez cité, l'AME, 1,3 milliard. Les prestations sociales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les allocations familiales, le RSA, les APL, ça, le rapport du Sénat l'estime entre 15 et 20 milliards. Donc je ne dis pas de supprimer tout d'un coup, mais vous pouvez les conditionner. Et là, ça libère des milliards d'un coup. L'éducation des enfants immigrés, environ 5 milliards d'euros par an. Le coût de l'asile, on parle, vous savez, de l'hébergement, par exemple, des fois dans des hôtels, les procédures, les aides, ça c'est entre 2,5 et 3 milliards. La politique migratoire de l'intégration, vous savez, l'office de l'immigration, les cours de langue, ça c'est 2 milliards. Ensuite, vous avez cité les 1350 associations pro-migrants qui luttent d'ailleurs contre la politique menée par l'État. 1 milliard d'euros, vous l'avez rappelé, et le coût de l'immigration en termes d'insécurité, en termes d'insécurité culturelle, ça évidemment c'est difficilement quantifiable, mais c'est ressenti par les Français au quotidien. C'est absolument passionnant, c'est essentiel ce que vous venez de dire, Jules Torres, parce qu'on comprend au final combien ça coûte et pourquoi, et la seule question c'est pourquoi on n'en parle pas. Vous avez juste l'explication Arnaud Benedetti de la raison pour laquelle ce budget sera censuré. Voilà. Moi je pense que François Bayrou a fait une erreur majeure, d'abord de s'exprimer durant l'été, parce que ces annonces vont infuser durant l'été et l'opinion publique risque finalement de rejeter ce qu'il a proposé. Et ce qui va être un déterminant essentiel, notamment pour le vote du Rassemblement national, ça va être finalement la mesure de l'opinion publique par rapport aux propositions de François Bayrou. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, s'il avait voulu avoir l'adhésion de l'opinion publique, il prenait des mesures, en effet, concernant le coût de l'immigration. Il en suffisait d'une seule. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc, il n'aura pas de signaux, notamment sur les bancs du Rassemblement national. Donc, tout ce qu'on dit est très intéressant autour de ce plateau. Mais aujourd'hui, c'est le problème, c'est les conditions de faisabilité politique de la mise en place d'un budget. Non, mais attendez, je termine. Qui ne sera pas accepté, par une grande partie de l'opinion publique et qui, parce qu'il n'est pas accepté par une grande partie de l'opinion publique, ne sera pas accepté par ses oppositions. Donc, on va, si demain, en tout cas, le budget devait être mis aux voix à l'Assemblée nationale, la motion de censure serait immanquablement adoptée. De son côté, Charles de Courson tente de sauver les apparences, en proposant de limiter les privilèges des anciens ministres à 10 ans, voiture, chauffeur, avantages divers. Mais soyons clairs, ce n'est pas une révolution, c'est un pansement sur une hémorragie. Le système continue de protéger les puissants, pendant que le peuple paie l'addition. Vous avez déposé une proposition de loi, par exemple, pour revoir les avantages accordés aux anciens présidents de la République, aux anciens premiers ministres. Absolument, absolument. Vous regrettez que le Premier ministre ait mis ça sur la table hier ? C'est pas avec ça que vous allez redresser les finances publiques, mais il y a des mesures symboliques, de dire tout le monde doit faire des efforts. Et en tête, ceux qui ont les meilleurs revenus ou des situations, si vous voulez, qui choquent à juste raison l'opinion publique. Moi, demander aussi aux parlementaires un petit effort, ça me paraît tout à fait normal. On a été élus par le peuple, c'est les impôts du peuple qui nous rémunèrent, et ben qu'on fasse aussi un... Mais concrètement, quel effort ? Quel effort ? C'est-à-dire, vous auriez aimé qu'il mette quoi sur la table hier, François Bayrou ? Parce qu'il le concerne un certain nombre de mesures symboliques concernant les ministres, la représentation nationale, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, qui choquent beaucoup de gens. Prenez Madame Cresson, tout le monde a oublié depuis combien de temps elle n'est plus première ministre. Elle continue à avoir un certain nombre de moyens qui lui sont octroyés par la République. Est-ce que ceci est raisonnable ? Moi, j'avais proposé qu'au bout de 10 ans, ce type d'avantages, voitures, chauffeurs, etc., disparaissent. Ça me paraît tout à fait réaliste. D'ailleurs, c'est ce que préconisait un rapport, d'ailleurs, qui avait été demandé à un membre du Conseil d'État. Le journaliste tente de brouiller le débat. Les bombards le démontent calmement et exposent l'hypocrisie du système. Eh bien, si M. Bayrou, après son discours hier, n'a pas compris que ça part à lui et au gouvernement, c'est de s'en aller, alors il doit y avoir 8 personnes dans sa tête et je ne saurais pas dire laquelle décide. Parce que vous justifiez votre plan de guerre sociale au peuple français par l'argument de la dette. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, mais là, il faut reconnaître une innovation. Vous calculez la dette par seconde, c'est-à-dire que la dette française augmente de 5 000 euros par seconde. C'est bizarre, vous ne faites pas ce même calcul partout, puisque les 210 milliards d'euros d'aide majoritairement aux grandes entreprises et financés massivement par la TVA des Français, c'est 6 700 euros par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français de vous contester pendant que vous les détroussez du patrimoine des plus modestes, le service public. Car vous proposez aujourd'hui de tronçonner notre service public en lui imposant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans nos écoles, nos crèches, nos services incendie et tant d'autres.
Alors il est sous-entendu que c'est pour financer notre défense nationale, sous-entendu se préparer à la guerre, mais dans ce cas, si on se prépare à la guerre, pourquoi est-ce que c'est nos services publics que vous bombardez? Et vous vous apprêtez à rafaler la France avec un plan d'austérité aussi antisocial qu'inefficace, avec une année blanche qui va affecter tout le monde, mais où les seuls à s'en sortir sereinement seront encore et toujours les très hauts revenus et les super profits des entreprises, puisque leur contribution va reculer par rapport à l'année dernière. Et ce que vous faites en proposant de vous en prendre aux malades en affection longue durée est d'une lâcheté pitoyable, et je vous le dis, ça va vous suivre longtemps. Parce qu'au fond, votre premier réflexe en temps de crise, c'est d'aller frapper dans la vie des diabétiques, des petits qui ont la mucoviscidose, des ouvriers avec des handicaps lourds, des malades d'Alzheimer, plutôt qu'aller frapper à la porte de Bernard Arnault. Parce qu'au fond, en gelant toutes les prestations sociales, vous montrez que votre première intuition, c'est d'aller pourrir la vie des retraités, des gens au RSA ou de pères et mères de famille, plutôt que de demander aux 1800 Français les plus riches de contribuer un peu plus financièrement avec la taxe Zuckman, dont vous m'avez dit, et dont vous avez dit aujourd'hui, Madame la Ministre, que ça va être comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, la réforme va faire partir tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de taxe Zuckman au Royaume-Uni. Donc sur quelle réforme vous basez et sur quelle étude? Parce qu'il y a une réforme qui est sortie cette année qui permet de faire rentrer les oligarques russes et les plus riches revenus étrangers installés à Londres dans le droit commun, et il n'y a pas de données fiscales aujourd'hui disponibles. Donc sur quoi vous appelez? Parce que sinon, vous êtes juste une porte-parole des lobbies de milliardaires. Par contre, sur les impôts des Français, vous ne gênez pas, parce que dès l'année prochaine, si vous n'indexez pas l'impôt sur le revenu sur l'inflation, les impôts vont augmenter pour les contribuables. Enfin, je finis très rapidement là-dessus sur les 2 jours fériés. Je croyais en 2019 qu'Emmanuel Macron disait que ça ne servait à rien. Là, c'est tellement énorme que ça ressemble à une annonce faite pour être retirée, pour faire semblant de négocier. En tout cas, pour le groupe Insoumis, vous n'aurez que la censure.